Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la grande rotation sectorielle de lundi, mardi sur les marchés marque une pause à nouveau aujourd'hui. Depuis hier, on voit un phénomène de consolidation, une contre-rotation, une rotation dans la rotation sectorielle qui s'installe, qui permet néanmoins au marché parisien de préserver les 5400 points sur le CAC 40, avec ce phénomène de vase communicant, les valeurs qui ont le plus fortement rebondi ces derniers jours avec la communication de Pfizer sur l'efficacité de son vaccin, tempère un petit peu le mouvement aujourd'hui. Et puis on voit des rachats à bon compte sur des valeurs de qualité, de visibilité, des valeurs technologiques entre autres qui ont subi quelques dégagements, quelques prises de profit pendant cette phase de rotation sectorielle historique. Donc les choses sont en train de se rééquilibrer un peu, mais on a senti quand même l'envie du marché des investisseurs de se projeter à moyen terme dans un monde avec vaccin. Ce sera évidemment encore l'un des gros sujets traités aujourd'hui dans les éditions de Smart Bourse, d'autant que après la communication de Pfizer, on attend dans les prochains jours, les prochaines semaines peut-être, la communication de Moderna, l'autre grand laboratoire de biotechnologie aux États-Unis qui est en passe peut-être de découvrir ce vaccin, de mettre au point un vaccin efficace. Le docteur Fauci, qui est en charge du Center for Disease Control aux États-Unis, semblait plutôt optimiste sur la qualité des résultats qui pourraient être publiés par Moderna, qui développe un vaccin avec une technologie identique à celle utilisée par Pfizer et qui indiquait hier avoir accumulé suffisamment d'éléments, comprenez de patients infectés dans la cohorte observée, pour dévoiler une analyse d'efficacité dans les prochains jours. Ce sera donc encore un point clé pour les investisseurs à suivre sur le plan sanitaire, alors que l'épidémie semble peut-être atteindre un plateau en Europe quand elle continue d'accélérer aux États-Unis. Et puis parmi les événements marquants de la journée, le forum organisé par la Banque Centrale Européenne qui a commencé hier. Christine Lagarde s'est déjà exprimée, d'autres banquiers centraux prendront la parole aujourd'hui. Christine Lagarde qui évoque une reprise instable et qui promet, qui garantit que la BCE, dans l'intervalle avant la mise à disposition d'un vaccin pour tous, se tient prête à agir à nouveau. Ce sera sans doute l'occasion du Conseil des gouverneurs du 10 décembre prochain d'annoncer de nouvelles actions, des actions qui seront finalement assez classiques, puisque Christine Lagarde a précisé que les outils d'urgence, notamment le plan d'achat d'urgence pandémique, sera sans doute l'outil privilégié par la Banque Centrale Européenne pour agir le 10 décembre prochain. Le marché marque une pause depuis hier, c'est confirmé encore aujourd'hui avec des indices européens qui sont légèrement négatifs à la mi-journée. Les infos clés résumées par Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 est dans le rouge à la mi-journée. Les investisseurs semblent prendre leurs bénéfices aujourd'hui après les 8 séances de hausse en 9 séances qui ont permis à l'indice parisien de gagner plus de 19% depuis le 29 octobre. Passé l'euphorie de l'annonce d'un nouveau vaccin, les investisseurs, loin de se réjouir une deuxième fois, alors que la Russie annonce elle aussi avoir mis au point un vaccin efficace à 92%, sont tiraillés aujourd'hui entre les espoirs futurs et la réalité économique. Le vaccin, même s'il fait souffler un vent d'espoir sur les marchés et sur les économies, pose encore beaucoup de questions à ce stade. Si l'agrément de la FDA n'est pas ce qui inquiète le plus les observateurs, la logistique à mettre en place est plus délicate. Le vaccin doit en effet être conservé à une température de moins 70 degrés, ce qui pose de nombreuses questions sur son acheminement et sa distribution, dans l'hypothèse où le laboratoire Pfizer et son partenaire BioNTech réussiraient à le produire en quantité suffisante dans de courts délais. Les investisseurs qui gardent également en tête la progression de l'épidémie qui dépasse à présent les 52 millions de cas dans le monde depuis le début de l'épidémie. En France, le nombre total de cas est désormais porté à plus de 1 800 000 cas depuis le début également. Des chiffres couplés à des mesures de restriction non sans conséquences pour les économies concernées. Les investisseurs aujourd'hui devraient également suivre le forum organisé par la BCE sur la thématique des banques centrales dans un monde mouvant, où pas loin de 3 banquiers centraux prendront la parole. Jérôme Powell, Christine Lagarde, mais aussi Andrew Bailey, le gouverneur de la Banque d'Angleterre. En Chine, la journée des célibataires a permis à Alibaba de réaliser plus de 56 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le géant chinois a reçu pas moins de 583 000 commandes par seconde. Alibaba qui gagnait un peu plus de 2% en clôture ce matin.
Côté statistique, le PIB rebondit de 15,5% au Royaume-Uni au troisième trimestre grâce à la réouverture de l'économie, un chiffre qui fait suite au recul de près de 19% au trimestre précédent. La production industrielle en zone euro a de son côté reculé plus que prévu au mois de septembre. Elle chute de 6,8% sur un an, soit un peu plus que le repli attendu par les analystes. Cet après-midi, les investisseurs prendront connaissance aux États-Unis des chiffres hebdomadaires du chômage, mais aussi des prix à la consommation au mois d'octobre. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris. Les valeurs des télécoms, tout d'abord, s'apprécient à la mi-journée, alors que Deutsche Telekom relève sa prévision de bénéfices annuels à la suite de publications de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Des performances dues notamment à sa filiale américaine T-Mobile, qui a fusionné avec Sprint, un autre opérateur américain. Ubisoft progresse également ce matin suite à l'annonce que le dernier opus de son jeu Assassin's Creed a réuni 2 fois plus de joueurs mardi, jour de son lancement, que sa version antérieure. Et on regarde très rapidement sur le marché des matières premières. Le baril de Brent s'échange ce matin sous les $44 donc le baril. L'or repasse de son côté sous les $1 900 l'once. Et sur le marché des changes, l'euro-dollar se négocie juste au-dessus des $1,18 pour 1 euro. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse, évidemment depuis la salle de marché de Bourse Direct. Analyse de la situation de marché après 2 jours de rotation historique lundi et mardi à la suite de la communication de Pfizer sur l'efficacité probable de son vaccin. Un mouvement de 2 jours qui est suivi par une pause depuis hier, une contre-rotation dans la rotation sectorielle. On en parle avec Frédéric Ducrozet, stratégiste global macro avec nous par téléphone chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Frédéric. Bonjour. Quelle analyse ex post effectivement vous faites de ces mouvements de marché historiques, sans doute sur 1 ou 2 séances lundi et mardi, alors des mouvements qui sont en pause aujourd'hui, qui ne sont peut-être d'ailleurs pas terminés. Est-ce que vous mettez avant tout l'argument technique en avant, des rachats de positions vendeuses à découvert, ou est-ce qu'il y a peut-être un repositionnement un peu plus stratégique désormais de la part des investisseurs, selon vous Frédéric ? Je pense qu'il faut respirer après un mouvement d'une telle ampleur, c'est vrai. On en a eu des tentatives de rotation, du growth vers le value, du plus défensif vers le cyclique, qui n'ont jamais duré depuis plusieurs années. Il faut aussi mettre les choses en perspective après ce mouvement absolument historique sur certaines métriques jamais vues depuis plus de 30 ans. On arrive quand même d'un point de départ très déprimé pour le value en général, presque 50% de sous-performance cette année. On reprend 5-6%. On est encore très très loin de revenir à un niveau un peu plus équilibré. Et puis on n'est quand même pas très loin de la fin d'année avec beaucoup d'échéances enfin passées derrière nous. Donc on peut imaginer des prises de profit un peu plus, stratégiques effectivement. Maintenant, l'image, non seulement en termes de point de départ de ce mouvement, mais aussi de termes de flux, c'est qu'il y a quand même de la place et de la marge pour que ces repositionnements se rééquilibrent encore et qu'on aille vers des valeurs qui ont été plus déprimées cette année. Je pense qu'il y a encore une dernière distinction à faire, c'est pour ça aussi peut-être qu'on reprend son souffle. Il y a le value lié par la hausse des taux d'intérêt, donc typiquement les financières, la repentification de la courbe des taux. On peut se poser des questions sur l'ampleur du mouvement qui reste à effectuer, y compris l'année prochaine, parce que les banques centrales sont toujours là. Et puis le value déprimé par le Covid, toutes ces valeurs type loisirs, transport aérien, construction ou énergie, qui peuvent peut-être progresser encore sur un aspect plus fondamental de croissance. Et là, effectivement, l'espoir est permis. Bon, effectivement, alors au-delà de cette respiration, on sent quand même que le marché a très envie de se projeter sur du moyen terme avec l'idée d'un monde vacciné demain, peut-être courant 2021. Frédéric, en attendant, effectivement, il faut gérer l'intervalle et une situation de court terme. Alors sur différents plans qui restent compliqués, sur le plan sanitaire sans doute, en Europe, mais peut-être surtout aux États-Unis, sur le plan politique également aux États-Unis. La situation n'est pas totalement clarifiée. Comment est-ce que vous regardez effectivement ces événements de court terme? J'ajoute également le Brexit, qui reste un événement devant nous encore à régler. Oui, le court terme est très intéressant. On peut imaginer plus de discrimination après des mouvements qui ont été quand même largement, qui ont emporté des classes d'actifs tout ensemble depuis le début de l'année, tellement les perspectives étaient binaires, vaccin, pas vaccin, élection par définition Trump ou Biden, Brexit ou pas. Effectivement, en termes, d'abord de mesures sanitaires, on voit les différents niveaux
d'intervention et d'ailleurs conséquences sur l'activité. Sur les données à haute fréquence, on voit des améliorations un peu partout en Europe et on peut imaginer une dégradation effectivement aux États-Unis pour plusieurs mois peut-être si Biden met en place des mesures plus restrictives. On peut imaginer les mesures de soutien du coup public, du gouvernement notamment. On entend les gouvernements au Royaume-Uni, dans certaines capitales européennes, parler de davantage de mesures de soutien, ce qui peut là aussi aider dans cette transition, là où on imagine quand même un peu de paralysie aux États-Unis. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont, au moins tactiquement à court terme, plutôt en faveur de l'Europe et de certains de ces secteurs qu'on a évoqués. Ouais, il faut ajouter sur le plan européen, peut-être, il faut le noter quand même, le déblocage de la situation entre le Parlement européen et les États membres sur la question du plan de relance. C'est passé un peu inaperçu en début de semaine, Frédéric, parce que le vaccin était présent dans l'esprit des investisseurs, mais c'est quand même un pas crucial qui a été franchi cette semaine de ce point de vue-là. C'est un pas majeur. Politiquement. Il faut rappeler effectivement que les points de blocage étaient encore nombreux, notamment avec la Hongrie, la Pologne, sur des points constitutionnels un peu compliqués et politiquement sensibles. On comprend notamment, donc Orban en Hongrie pourrait encore essayer de bloquer certaines mesures du budget européen, mais on sent aussi que maintenant, après ces avancées, ça va être très difficile, la posture politique, et puis pour un pays comme tous ces pays d'Europe de l'Est d'ailleurs, qui vont bénéficier de ces plans de relance et du budget européen, il va quand même devenir de plus en plus compliqué de s'y opposer comme une question de principe. Donc on peut imaginer encore des petits... pour Viktor Orban de s'opposer, de mettre son veto au plan, au débouclage, au déboursement du plan de relance, vous dites, Frédéric. On sait que la situation politique est compliquée, mais économiquement, en tout cas, c'est un no-brainer. Il y a pas, on peut pas réfléchir en termes de coûts-bénéfices. C'est un bénéfice massif pour ces pays en termes de fonds européens et de soutien ensuite à leur économie. Donc, potentiellement pourrait être élu derrière, ce qui reste quand même la fonction de réaction principale du politique. Mais il peut y avoir encore des couacs au niveau de certains parlements qui doivent effectivement finaliser ces accords européens. J'ai l'impression que la direction maintenant de cette stratégie européenne est tellement claire et assumée par tous les grandes capitales, en tout cas en Europe, qu'il va être difficile effectivement de complètement bloquer ou revenir en arrière sur ce processus. Et donc l'effet économique qu'on n'a encore pas du tout vu pourrait vraiment se matérialiser en 2021, peut-être même avec des surprises plutôt à la hausse. Ah oui, effectivement. Intéressant. Bon, il y a ce risque positif, vous dites, sur la relance européenne. Sur le front du Brexit, est-ce que l'heure est à un accord ou est-ce que l'heure est plus propice à un accord aujourd'hui, selon vous, Frédéric ? On entend un peu moins de bruit, ce qui est potentiellement une bonne nouvelle. Je pense que les tractations continuent et que le gouvernement britannique est vraiment dans les détails. On sait que sur l'industrie de la pêche, on sait que sur la question très délicate des aides d'État à certains secteurs de l'économie, on n'est pas encore proche d'un accord. On sait que ces échéances ont été repoussées déjà à maintes reprises, mais ce prochain Conseil européen et ces échéances de la semaine prochaine pourraient effectivement déboucher sur un accord. Il ne faut pas oublier aussi que la perspective d'une présidence Biden aux États-Unis n'est pas une bonne nouvelle pour Boris Johnson, qui espérait peut-être plutôt négocier des accords transatlantiques avec Trump. Donc il y a toute une série d'éléments qui vont dans le sens de concessions supplémentaires des deux côtés d'ailleurs, mais avant tout du côté britannique, et qui peuvent éventuellement déboucher sur un accord, je pense qu'il n'est pas complètement pricé. Donc encore une dernière divine surprise avant Noël qui est possible. Le marché qui grimpe le mur des peurs, hein, c'est ce qu'on dit dans vos métiers, Frédéric. Sur le plan de la politique monétaire, alors ces jours de forum pour la Banque Centrale Européenne, ça a commencé hier avec déjà une première prise de parole de Christine Lagarde qui évoque une reprise instable. Je cite Christine Lagarde, c'est pas dans le langage des banquiers centraux, si le concept d'une reprise instable nécessite quelques commentaires, Frédéric. Et puis surtout, Christine Lagarde qui précise quand même la manière dont la BCE pourrait agir le 10 décembre prochain à l'occasion de sa première réunion. Elle vise quand même encore à concentrer ses efforts sur le programme d'urgence pandémique, notamment, qui reste pour l'instant l'outil privilégié a priori. Oui, je pense que son discours hier était vraiment excellent en termes d'analyse de la situation économique, de réponse de politique monétaire, des bons outils et au-delà de ça, de la prudence qui est de mise. La reprise, on le savait, dans les mots de Christine Lagarde, était déjà fragile, hétérogène, déséquilibrée et maintenant également instable. Et elle a raison, puisqu'on peut à tout moment avoir des à-coups, des pauses, des retombées en territoire de contraction, c'est le plus probable dans beaucoup de pays au 4e trimestre, et que la BCE ne peut pas se permettre de lâcher la garde. Sans jeu de mots, mais c'est de relâcher cette garde qu'elle a et qu'elle maintient
de manière permanente, persistante, pour qu'il n'y ait aucun doute sur son soutien et sa coordination implicite avec la politique budgétaire. Ce sont les deux aspects de la même stratégie. La politique monétaire ne peut pas tout, elle est même peut-être proche de ses limites dans certains cas. Donc la politique budgétaire doit prendre le relais, mais ne peut fonctionner que si la politique monétaire reste en soutien et ne se pose surtout pas de questions ou d'état d'âme. Et en termes de réponse, j'attends cet après-midi par exemple peut-être plus de clarification aussi sur ce que vous venez de dire, cette utilisation du PEPP, du programme d'urgence, des TLTRO pour les banques, sans condition. On a cette histoire qui est aussi passée un petit peu inaperçue, mais qui est potentiellement un risque pour la BCE et un danger pour les marchés d'imaginer une banque centrale européenne intervenir de manière discrète pour pousser les États à prendre les prêts de l'Union européenne, par exemple. C'est pas dans son mandat, quelque chose qu'Yves, le membre du board, a évoqué. Et je pense que l'immense majorité du board de la BCE est contre cette idée-là. Ça pourrait être également quelque chose que Christine Lagarde pourrait clarifier tout à l'heure dans sa discussion avec d'autres banquiers centraux. Ce qui est intéressant pour conclure, Frédéric, stratégiquement, j'ai l'impression que la BCE de Christine Lagarde veut quand même maintenir son action avec l'horizon de temps de la pandémie. C'est-à-dire que pour l'instant, il rechigne quand même à utiliser ou à transférer les outils d'urgence dans des outils de politique plus conventionnels qui les ancreraient dans un temps peut-être beaucoup plus long. Oui, ça paraît un point de détail technique a priori de savoir si la BCE va utiliser le PEPP ou l'APP pour racheter la dette sur les marchés. Au final, c'est la même dette qu'elle achète. Mais c'est un débat qu'il va falloir avoir peut-être seulement l'année prochaine en termes effectivement de durée de ce soutien de la politique monétaire. Et c'est le point le plus important pour le 10 décembre, la réunion prochaine. C'est pas tant l'ampleur, le montant des achats chaque mois, mais la durée, la persistance de ce soutien qui va compter. Donc on peut imaginer par exemple une extension de ces programmes, peut-être même au-delà de 2021, avec l'idée que ce choc de la pandémie a des conséquences durables, structurelles sur l'économie, des cicatrices en termes de chômage permanent par exemple, et de halo du chômage qu'il faudra que la BCE prenne en compte avec un soutien encore plus long, des taux évidemment bas, mais surtout des achats pour plus longtemps. Jusqu'où et pendant combien de temps faudra-t-il soigner, guérir les cicatrices de la pandémie, effectivement? Bon, c'est un sujet pour les banquiers centraux aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet, stratégiste global macro avec nous par téléphone depuis Genève chez Pictet Wealth Management. Et le débrief boursier de Franklin Pichard à mes côtés en plateau le jeudi, une semaine sur deux dans l'édition de la mi-journée de Smart Bourse, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Grégoire. Vos commentaires sur la séquence de rotation sectorielle historique, voilà, selon différentes métriques, on n'a jamais vu un mouvement de rotation aussi puissant sur une ou deux séances comme on l'a observé lundi ou mardi. Oui, justement, et c'est tellement puissant que ça en est un peu suspect. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on voit que c'est amorcé un transfert vers des titres décotés, vers les values. Ça a été très très bien dit par Frédéric à l'instant. Il y a deux sortes de values. Il y a celles qui sont sensibles au taux, donc les bancaires. Est-ce qu'on a envie de revenir sur les bancaires aujourd'hui, juste parce qu'on a l'ombre d'un dessin de vaccin qui sera potentiellement sur le marché en 2021. C'est un peu tôt pour le dire. Et c'est donc un petit peu trop tôt, même si on a eu un petit sursaut sur les taux longs, pour revenir sur des bancaires. En revanche, continuer d'observer et de regarder des vrais values, des cycliques de qualité très fortement décotés qui sont empêtrés dans cette crise depuis quelque temps, ça oui. N'oublions pas aussi, et Frédéric l'a signalé à l'instant, les values, plus personne n'en veut depuis des années et des années. Oui. Donc, une décennie que la value sous-performe. Exactement. On était sur les technos, sur des valeurs véritablement qui faisaient de la performance, et en 48 ou 72 heures, on est prêt à revenir sur ce qui sous-performe depuis 10 ans. Je pense qu'il y a 10 ans, on n'avait pas la pandémie, on n'avait pas ces soucis-là, et dans une analyse simple et froide, on n'était pas acheteur de ces titres-là. Je pense aussi que
si vous interviewez, et moi le premier, vos invités, non, je n'ai pas vendu mes cycliques. Je ne me suis pas précipité sur des values depuis 3 jours. Bien avant ça, c'est-à-dire depuis quelques semaines, et on l'a dit ici aussi, on revenait sur des valeurs. On a parlé il y a une quinzaine de jours de Sanofi, et depuis qu'on en a parlé, effectivement, c'était un achat raisonné et le titre a fortement progressé. On était revenu, on l'avait dit, sur Worldline. On a fortement progressé. Le titre vient de revenir un petit peu. Et parce que depuis 15 jours, le mouvement de rotation a été très fort lundi, mardi, mais juste pour redonner le contexte, ça fait 15 jours que le marché monte. Le CAC a pris plus de 20% en 15 jours. On était à 4500 points il y a fin octobre, le 29 octobre dernier. On était hier à près de 5500 points sur le CAC. Oui, on a connu des bons extravagants. Et dans ce mouvement-là, des valeurs comme Worldline ont été mises un peu de côté, ont quand même subi quelques dégagements, il faut le dire, Franklin. On a fait ce qu'ont fait les Américains avec leur GAFA et autres technos. On a vendu les Capgemini, Capgemini. Le marché, c'est ça. Le marché a vendu Capgemini, a vendu Solution 30, a vendu Worldline, a vendu des titres sur lesquels on a, si on prend Solution 30 qui vient de publier, on a une croissance et une rentabilité qui sont hors normes et qui vient de publier, qui a encore signé un contrat ce matin en Italie. Donc, profitons. Au contraire, il faut être contrariant là. Parce que ce que je pense aussi, et ma petite expérience montre que ces gros mouvements sont faits aussi par des automates, pas par des gérants. Les gérants sous mandat, les clients particuliers n'ont pas dit, vendez-moi toutes mes valeurs technologiques et rachetez-moi ces titres-là. Ils sont restés beaucoup plus sages. Et puis, il y a un phénomène qui est non négligeable, c'est que tous ces titres qui ont pris entre 30 et 20% il y a 3 jours, c'est les titres qui étaient les plus survendus. Quand moi j'ai des clients qui m'appelaient le premier jour en me disant Air France vient de prendre 30%, on va les vendre. Mon réflexe, c'est de leur dire, mais attendez, vous supportez 8 mois de baisse sur ce titre et 2 heures de hausse, ça vous suffit à les faire vendre. Un biais classique chez l'investisseur. Hein. Exactement. On était à autour de 3 euros. Le titre vient de 6 et puis pas si longtemps que ça, il était à 10 euros. Alors, on ne va pas bouder notre plaisir. Il est à peine au-dessus de 4 ou autour de 4. On a un potentiel encore, j'ai presque envie de dire, de 50% avant de tomber dans une certaine normalité, même des côtés. Donc, on garde la ligne, on ne cède pas au chant des sirènes de cette pseudo-rotation sectorielle qui, pour moi, est un instrument avant tout d'automate et d'arbitragiste, mais les particuliers ne sont pas dans ce jeu-là. Et au contraire, eux, s'ils veulent continuer à gagner, s'ils veulent continuer à faire de la performance ou à rattraper de la sous-performance, c'est en utilisant ces fenêtres de tir pour revenir sur les titres. Et d'ailleurs, le marché s'y est pas trompé, puisque si on regarde hier, le Dow Jones a sensiblement baissé, moins 0,08. Oui. Et c'est le Nasdaq qui est reparti. Le Nasdaq a repris 2%. À nouveau, on a eu cette rotation. Il faut vraiment jouer sur ces deux tableaux, c'est-à-dire regarder ce qui se passe du côté des valeurs momentum, de la croissance, et être prêt à aller saisir des opportunités si ces valeurs-là baissent trop. Et en même temps, pour ceux qui en ont dans leur portefeuille, toutes ces valeurs très décotées, massacrées, vous dites, essayez de tenir. Parce que peut-être que quand même, l'avenir est un peu plus rose pour ces valeurs-là. Oui, c'est tout à fait ça. Alors effectivement, sur des technos qui ont pris 120% sur nos prix d'achat, on dégage, et puis j'avais un client, il me disait, tous ceux qui me restent, je les ai à 0 en prix de revient de gestion. Là, oui, on peut vendre la moitié et avoir une ligne qu'on conserve et qui revient à 0. Et puis là, pourquoi pas commencer à regarder un petit peu autre chose. Mais attention, ne vous laissez pas duper par cette pseudo-rotation sectorielle qui vous ferait penser que vous êtes en train de rater le coche et puis passer à côté. C'est le meilleur moyen de se prendre la porte de saloon, et ça, je ne tomberai pas là-dedans. Oui, effectivement, les mouvements ont été historiques dans leur ampleur, dans la violence, la rapidité de ces mouvements. On n'avait jamais observé de tel rééquilibrage de marché sur une ou deux séances, même si, Frédéric le rappelait, effectivement, et vous le disiez aussi avec un titre comme Air France, qui a perdu des titres qui ont perdu 50, 60, 70, 80% de leur valeur. On va parler d'Unibail Rodamco. Oui, ils ont rebondi de 30, 40, 50, 60% parfois en 2-3 séances, mais voilà, quand on a fait moins 80 avant, on est encore loin du compte. Unibail, ça valait 140 en début d'année, Franck. Oui,
C'est quoi, autour de 50, 55 oui, peut-être aujourd'hui, à peine. Mais effectivement, alors là, c'est une belle histoire de leçon capitaliste, quand même, parce qu'on voit... Là aussi, quasi historique quand même, d'avoir en assemblée générale, comme ça, un manque de majorité aussi criant de la part d'un management sur un choix stratégique aussi fort, celui de l'augmentation de capital qui a été proposé et qui a été rejeté, bien sûr. Oui, je pense que c'est une gifle pour Christophe Cuvillier et de voir qu'un petit consortium qui représente à peine 5,1% du capital, mais mené par deux ténors, Léon Bressler et Xavier Niels, eh bien, ils ont réussi non seulement à faire rejeter cette demande d'augmentation de capital et surtout, ils ont obtenu des sièges. Donc, au conseil d'administration. Ça veut donc dire que maintenant, ça va être des activistes qui vont pouvoir avoir, compte tenu des résultats qu'ils ont déjà obtenus dans ce vote, de pouvoir peut-être faire entendre raison à cette direction générale pour modifier cette politique qui a été très négative depuis des années pour Unibail-Rodamco. Ils ont évité aux actionnaires une opération évidemment qui aurait été extrêmement dilutive au moment où le cours de bourse était au plus bas. Maintenant, ils seront jugés aussi sur la stratégie qu'ils portent pour Unibail-Rodamco-Westfield. Parce qu'ils se présentent alors comme activistes, mais des actionnaires industriels également. Ils ont une vision stratégique de comment Unibail-Rodamco-Westfield doit se recentrer, puisque leur plan s'appelle Refocus. Est-ce que là, il y a quelque chose d'intéressant peut-être pour des actionnaires ou de futurs actionnaires d'Unibail-Rodamco-Westfield ? Oui, alors je pense que justement de futurs actionnaires Rodamco, ils ont encore un petit peu le temps de voir comment ça va se décider. Mais je pense que... en soi, ce qu'ils veulent, c'est qu'on sorte de Westfield. Donc, il faudrait qu'on ait une annonce. Et ça, c'est pas encore gagné aujourd'hui. Mais c'est là qu'on va les attendre, justement. Et c'est la bonne question à laquelle on ne peut pas répondre aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont être capables de pouvoir influencer et agir sur cette politique au sein de la gouvernance d'Unibail-Rodamco ? Et le premier signal serait, entre autres, de prendre cette décision de sortir du marché américain qui a été un désastre. Ouais. Bon, on verra, il y a sans doute des mouvements qui vont intervenir encore au plus haut niveau, on imagine, chez Unibail-Rodamco-Westfield. Après un désaveu de cette ampleur, c'est compliqué pour le management actuel, j'imagine, de rester très longtemps encore en poste. Je pense que ça va sans amener trop spéculer. Certains arbitrages. Ça paraît assez évident. On suivra évidemment les prochains développements autour de cet acte de démocratie actionnariale quand même qui a été assez spectaculaire. C'était avant-hier l'Assemblée générale des actionnaires d'Unibail-Rodamco et donc le projet du management qui intégrait une augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros qui n'a pas obtenu la majorité qualifiée suffisante. C'est donc une victoire pour Xavier Niel et son associé Léon Bressler qui a été un des grands patrons d'Unibail tout court à l'époque, c'est ça, dans les années 90. C'était le grand patron d'Unibail dans les années 90, Léon Bressler. Merci beaucoup Franklin, merci d'avoir été avec nous en plateau. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.